Aujourd'hui, on poursuit les présentations sur l'analyse spectrale. On va donc commencer avec Jean-Marc Lina qui va poursuivre la présentation sur les aspects un peu plus mathématiques de l'analyse spectrale. Puis ensuite, on va passer avec des aspects plus concrets, je pourrais dire, avec David Lévesque et Karine Lacourse, qui sont deux ingénieurs experts en analyse de signal qui travaillent au CEAM. Puis je vais peut-être juste prendre 30 secondes pour vous dire que tout ce qu'on va présenter dans le cours, on va vous parler de beaucoup d'analyses et on travaille présentement à faire un logiciel qui va intégrer toutes les composantes qu'on vous présente et qu'on veut rendre donc accessible à tous, donc open access. Et c'est justement Karine Lacourse et David Lévesque qui y travaillent. Donc, peut-être que l'an prochain, on aura une autre version de l'école d'été où ce sera plus pratico-pratique sur comment utiliser tous ces outils-là qui, on le souhaite, vont être accessibles à tous. Donc, je laisse donc la parole à Jean-Marc. Merci. Alors, je vais partager l'écran. Et d'avance, je remercie ceux qui sont revenus et que je n'ai pas découragé, visiblement. Très bien, alors aujourd'hui, je vais terminer. Je vais me donner 50 minutes, si c'est possible, peut-être un tout petit peu plus, mais je vais essayer de vous présenter l'analyse spectrale, encore une fois, dans les détails, avec des détails peut-être que vous jugerez un peu trop mathématiques, mais en même temps, je vais essayer de vous présenter un petit peu où en sont les choses, parce que ce n'est pas quelque chose de complètement terminé, cette analyse spectrale. Il y a certainement des choses qu'on peut faire, qu'on peut mieux faire, mais toujours dans le contexte du sommeil, bien sûr. Donc, je vous rappelle que l'analyse spectrale, c'est effectivement cet outil numérique, cet algorithme qui vous permet de passer des échantillons. Ici, à gauche, vous avez un signal. Vous avez à peu près 16 000 échantillons. En fait, il y en a 12 000, mais qu'on étend à 16 000 pour avoir un nombre diadique, c'est-à-dire une puissance de 2 d'échantillons, parce que c'est comme ça que la FFT fonctionne, avec du zéro padding, c'est-à-dire on met des zéros à droite à gauche de telle façon qu'on a cette puissance de 2 qui est disponible. Mais ça, c'est un détail qui est purement cosmétique. Toujours est-il que vous avez à peu près donc 12 000 échantillons temporels, et de ces 12 000 échantillons, la FFT vous donne ce que vous avez à droite, qui sont les modes spectraux. Autrement dit, c'est l'inventaire, littéralement, de toutes les fréquences disponibles dans le signal. Et pour chacune des fréquences qui est sur l'axe horizontal, l'amplitude, la force de l'oscillation présente dans le signal. Et c'est cette combinaison spectrale que je vous ai illustrée la dernière fois. Je vous ai montré avec un petit outil MATLAB comment on pouvait reconstruire le signal à partir de ces modes d'oscillation à toutes les fréquences avec la bonne amplitude et la bonne phase. Quelle est l'unité d'amplitude, Jean-Marc? L'amplitude de Fourier, c'est des microvolts. C'est exactement, si on revient à l'algorithme, c'est vraiment une combinaison linéaire des amplitudes. Donc, c'est des microvolts, c'est des volts. Ça marche? Si, merci. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. C'est effectivement la reconstruction mode par mode. Alors ici, le premier mode avec 2 modes, 5 modes. Et encore une fois, on prend les modes de Fourier dans la séquence des plus basses fréquences vers les plus hautes fréquences. Là, on s'est arrêté à 200 modes. Donc, j'ai pris les 200 premières composantes spectrales dans l'ordre des fréquences et on reconstruit, on fait la somme des oscillations à chaque fréquence avec l'amplitude et la phase qui lui correspond pour vous donner eh bien, le signal, le dernier signal en bleu qui est dans la séquence avec les 200 premiers modes. Et ce que je vous ai, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois. Si on compare avec le signal original, on voit qu'on retrouve essentiellement le même signal, sauf qu'en s'interrompant avec les 200 premiers modes, eh bien, il nous manque les modes qui suivent, le 201e, le 202e, le 203e, qui donnent les plus hautes fréquences. Et on voit, si on est attentif, on voit bien qu'il manque des hautes fréquences. Il y a des hautes fréquences dans le signal en noir ici qui ne sont pas présentes dans le dernier signal bleu. Et c'est normal. C'est ce qu'on appelle du filtrage. Et plus tard, David fera quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça, et ce sera un filtre passe-bas, parce qu'après tout, je n'ai gardé que les basses fréquences, en hypothéquant les hautes fréquences. Entre parenthèses,
si je fais le dénombrement de tous les modes spectraux que j'aurais pu sommer pour reconstituer le signal dans sa totalité, j'avais 12 000 modes spectraux à reprendre. J'en ai que 200 ici. Vous voyez que déjà, avec les 200 premiers modes spectraux, on a l'essentiel du signal. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que l'essentiel du signal en EEG, que ce soit en sommeil ou dans l'éveil, c'est finalement les premiers modes spectraux, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose dans les ripples, les fast ripples, les hautes fréquences qui viennent vraiment être particuliers, mais en général, c'est les basses fréquences qui sont présentes. Très bien. Alors, bien sûr, je vais prendre le temps de vous faire d'autres expériences MATLAB. Je ne vais pas trop en abuser parce que je ne veux pas non plus gâcher trop le temps. Mais laissez-moi vous montrer une autre expérience MATLAB, simplement pour mettre l'accent sur l'importance de la phase. Là, vous avez vu que dans le spectre et dans tous les spectres que je vais vous montrer, que vous allez pouvoir voir dans les publications, en général, c'est l'amplitude qu'on vous montre. Je vais simplement mettre l'accent sur l'importance de la phase. Alors, j'imagine que vous voyez ma fenêtre MATLAB ici, la figure. Donc, ce que vous allez voir, c'est exactement la même expérience numérique que je vous ai proposée la semaine dernière, que je viens de vous résumer. Ça va être exactement la même chose. Je vais sommer des modes spectraux, je vais sommer exactement les mêmes oscillations avec les mêmes amplitudes. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais aléatoirement changer la phase de ces modes spectraux. Donc, je vais altérer la phase et uniquement la phase dans ce que vous allez voir. Bien sûr, je ne suis pas en train d'utiliser la bonne touche. Jean-Marc, est-ce que tu peux redéfinir qu'est-ce que c'est la phase? Alors, la phase, rappelez-vous que dans une oscillation, vous avez 3 paramètres. Vous avez la fréquence, évidemment, la fréquence à laquelle elle oscille. Vous avez l'amplitude de cette oscillation et vous avez aussi une phase. Cette phase dit simplement comment l'oscillation se place dans le temps. Et changer la phase, c'est de translater cette oscillation. Donc, c'est sûr, j'oscille avec une certaine amplitude, j'oscille avec une certaine fréquence, ou si vous préférez la période de temps sur laquelle elle est périodique. Et ensuite, j'ai un troisième paramètre qui dit comment dans le temps je la translate. Comment elle autrement dit, quelle est la phase à t égale 0. Donc je change, et donc là je vais simplement changer cette phase dans chacune des oscillations que je vais reconstruire ici. Alors j'essaye désespérément de lancer le code. Ok. Donc c'est exactement la même expérience que tout à l'heure. Je vais sommer. Donc, bien sûr, là, c'est le signal bleu, c'est l'accumulation de chacune des oscillations que vous voyez en gris, avec les amplitudes qui sont exactement celles que j'avais utilisées précédemment. Et la seule chose que je change, effectivement, c'est, finalement, en changeant la phase, comment chacune de ces oscillations se place au cours du temps. Et vous voyez que le signal que je reconstruis, si vous vous souvenez du signal qui était en noir tout à l'heure et que je vais vous reproduire tout à l'heure aussi, ce signal n'a rien à voir avec le signal initial. Non, tout simplement parce que, justement, j'ai cassé la cohérence entre toutes ces oscillations. Je n'ai pas changé l'amplitude, j'ai bien sûr gardé la même fréquence, évidemment. J'ai pris exactement les fréquences des 200 premiers modes dans la séquence qu'ils arrivaient. Je n'ai fait que de translater, j'ai cassé la cohérence des modes les uns par rapport aux autres en altérant la phase. Ce qui est important là-dedans, c'est que les deux signaux que vous voyez ici, le bleu et le noir, d'abord le bleu, si je relançais la même manip, je reconstruirais un signal bleu différent de celui que vous avez ici. Et je pourrais vous en générer comme ça ad nauseam. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces signaux que j'aurais pu reconstruire et le signal noir que vous voyez ici, ils ont quelque chose de commun. Alors, qui est-ce qui peut dire qu'est-ce qu'ils ont de commun? Dans le chat, on a l'amplitude. Ouais. Vous pouvez me l'écrire juste à moi si vous voulez dans le chat, si vous voulez pas que tout le monde voit la réponse. Peut-être le même contenu spectral. Taïna a tout à fait raison, l'amplitude, mais en fait, elle aurait pu dire carrément le spectre. Le spectre de Fourier, la puissance spectrale que je vous montrais tout à l'heure, est la même, c'est le même pour ces deux signaux. Et ça veut dire que lorsque vous regardez un spectre de puissance spectrale, une puissance spectrale, un spectre, ça ne vous donne qu'une partie de l'histoire du signal. Ça vous donne seulement comment ces oscillations sont présentes dans la reconstruction du signal, dans la décomposition du signal,
Mais la phase vous dit comment ces oscillations sont cohérentes entre elles pour vous donner ce signal et pas un autre signal. Bon, c'est ce qui est intéressant. Excuse-moi, Jean-Marc, mais je ne comprends pas. Le spectre, c'est l'axe des X. C'est l'axe des Y, c'est-à-dire c'est ça qui est en vol, puis on n'a pas la même amplitude. Tu as une échelle qui va de moins 6 à plus 5 à gauche, qui va de moins 6 à plus 3 à droite. On n'a pas la même amplitude, on n'a pas la même... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Roger. Je répète, ces deux signaux ont le même spectre de Fourier. Là, ce que... Je le vois comment, ça? Et moi, je vois ça de sa figure. Je vais te repartager l'écran avec autre chose. Ces deux signaux ont le même spectre que tu vois ici à droite. J'aurais pas pu le dire à l'œil. Pardon? J'aurais pas pu le dire à l'œil que c'est ça qui... Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Autrement dit, le spectre qui est à droite ici ne montre que les amplitudes des modes de Fourier. Les phases, vous ne les avez jamais regardées. On les regarde de plus en plus, mais sous une autre perspective qu'on verra plus tard dans le cours. Pas aujourd'hui, en tout cas. Donc, ce spectre ici, il est le même pour les deux signaux que j'ai reconstruits tout à l'heure, que j'ai reconstruits. C'est pour ça que les amplitudes, d'ailleurs, sont bien différentes, parce que les interférences des oscillations est bien différente. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que le spectre qu'on voit ici, qui est commun aux deux signaux que j'avais, ne donne qu'une partie de l'histoire du signal. Parfait. Ça marche? Oui, merci. Super. Donc, voilà, c'est cette diapositive qui vous voyez que c'est encore une autre reconstruction. Ici, les phases sont aléatoires. Donc, effectivement, les amplitudes peuvent être très différentes parce que les interférences vont donner quelque chose de différent dans la reconstruction. Et ce qui est important, encore une fois, c'est que c'est la cohérence des modes de Fourier, des oscillations qui vont être pertinentes pour reconstruire, par exemple, cette oscillation delta que l'on voit ici. C'est vraiment la combinaison de toutes les oscillations qui vous donne cette oscillation. C'est sûr que le mode particulier de cette oscillation va avoir un rôle important, mais c'est aussi les autres modes de Fourier, les autres oscillations qui se combinent, collaborent pour vous donner quelque chose de cohérent et qui vous donne cette oscillation. Donc c'est vraiment essentiel, je pense, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette perspective d'aller chercher le spectre pour avoir une certaine information du contenu spectral, évidemment, mais les phases ont aussi un rôle à jouer pour donner une autre histoire dans le EEG qu'on verra certainement plus tard dans ces cours. Très bien. Alors, une dernière petite manip, parce qu'après tout... Jean-Marc? Oui? J'aurais une question. En fait, ça va un peu avec le début. Quand tu parles, mettons, des modes spectraux, puis que les plus basses fréquences, finalement, seraient les plus importantes de ce que, en fait, qui serait l'essentiel du comme signal EEG. Est-ce qu'on peut dire que ces fréquences-là, finalement, représenteraient la synchronie de l'activité cérébrale ou c'est un pas trop rapide? Alors, on recommence. Qu'est-ce qui a représenté la synchronie? Ben, en fait, de regarder les basses fréquences, en fait. Donc, ce serait une manière, finalement, de voir la synchronie cérébrale. C'est pas... On est beaucoup plus précis aujourd'hui, et puis on va le voir un tout petit peu à la toute fin, mais la synchronisation, ça va être beaucoup plus, justement, les phases qui vont être utilisées pour aller chercher cette synchronisation. La synchronisation va jouer à la fois sur la fréquence, c'est-à-dire que les neurones, ou les masses neurales vont partager une certaine fréquence, vont tout osciller, mais aussi vont se mettre en phase pour pouvoir justement donner la cohérence qui va vous donner du signal mesurable sur le scalp. Donc la phase va jouer un rôle pour justement mesurer cette synchronisation, et quand on fait des mesures de synchronisation, de la connectivité, puis ça on y reviendra plus tard, on ne s'intéresse pas tant au mode, aux amplitudes, on s'intéresse à la phase par contre. Donc la phase, c'est vraiment la métrique, c'est la quantité qui en fait porte le fardeau de la synchronisation entre tous ceux qui participent à une oscillation, tous les individus qui participent à une oscillation. C'est vraiment la phase. Merci. Ok, je vais donc partager l'écran pour une dernière toute petite manip. On a même des New-Yorkais avec nous, c'est fantastique. Très bien. Donc, ce que je vous montre ici, c'est aussi une reconstruction. En bleu, c'est la succession des sommations. Je les ai laissées pour montrer parce que c'était beau.
Et là, c'est simplement la reconstruction exactement avec les bonnes phases, avec les bonnes amplitudes, mais en sélectionnant des fréquences particulières. Donc, en haut, c'est en ayant sélectionné les 23 fréquences, les 23 modes qui se trouvent entre 0,3 et 4 Hz. Donc, j'ai fait une sélection par la fréquence des amplitudes, des modes de Fourier que j'allais sommer. Et le résultat est en rouge ici. J'ai fait exactement le même travail, et c'est le signal qui est en bas en rouge aussi, mais en sélectionnant maintenant les 37 modes, il y en avait 37, entre 10 et 16 Hz. Je ne l'ai pas fait d'une façon complètement au hasard, j'ai cherché des modes qui sont typiques des oscillations propres à certains stades de sommeil, les ondes delta, les ondes lentes et le sigma. Autrement dit, et c'est encore une fois quelque chose que David va élaborer avec beaucoup plus de détails, c'est la capacité, bien sûr, de filtrer et d'aller sélectionner des fréquences, des modes, dans des bandes spectrales bien spécifiques. Ça fait partie du filtrage, ça c'est un filtrage passe-bande, et ce que David va vous raconter, c'est de faire d'une façon un peu plus sophistiquée exactement ce genre de manip, c'est-à-dire de reconstruire une partie du signal en sélectionnant des fréquences particulières. Bien sûr, on n'altère ni l'amplitude, ni les phases de ces modes pour reconstruire justement la partie du signal relative à ces bandes spectrales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le filtrage. Donc ça, c'est simplement pour mettre la table pour ce qui va se passer dans quelques minutes avec David. Très bien, donc je reviens maintenant à mes diapositives et on va aller regarder d'autres aspects de l'analyse spectrale. Donc ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc finalement, si je fais un résumé un tout petit peu de la situation, on a effectivement des bandes spectrales et la capacité, avec l'analyse spectrale, ce qu'on vient de faire, cette décomposition qu'on va revoir un tout petit peu ensemble dans des détails un peu plus techniques, simplement pour expliquer que les choses ne sont pas toujours aussi simples, mais c'est simplement des variantes sur le thème. On est capable donc d'aller chercher des bandes spectrales et d'aller reconstruire la partie du signal relative à ces bandes spectrales. Et encore une fois, l'idée, c'est exactement ce qu'on vient de faire l'analyse de Fourier, d'aller chercher les fréquences d'intérêt, de récupérer les modes de Fourier qui nous intéressent avec leur amplitude et leur phase, évidemment, puisqu'on a vu que la phase contenait toute l'information, de les rendre cohérents, et de faire la sommation, de reconstruire le signal temporel. Alors vous avez ici, c'est pas tout à fait récent, mais ça reste exactement d'actualité, le EEG qui est en haut, et dans chacune des bandes spectrales historiques, et là j'ai mis la référence de Musaki en bas parce que je pense que c'est la meilleure lecture qu'on puisse faire pour un étudiant pour comprendre toute la richesse de l'analyse spectrale, entre autres dans le sommeil et dans d'autres circonstances. Pour le livre porte bien son nom, Rhythm of the Brain. Ce livre contient énormément d'informations. Je vais signaler 3 chapitres ici: la diversité des fonctions corticales avec l'inhibition, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs, la synchronisation, on vient de l'évoquer avec Pierre-Olivier, la synchronisation des oscillations est essentielle bien sûr, la connectivité va reposer là-dessus, et puis dans le chapitre 7, les oscillations self-organized, comment elles s'organisent entre elles, ces oscillations, dans le repos et dans le sommeil. Ça va faire l'objet un petit peu de la suite de mon cours pour illustrer cette idée d'organisation des oscillations les unes par rapport aux autres, sans parler de connectivité, sans parler de couplage, puisque ça ferait l'objet d'un cours en soi. Donc vous avez à gauche ici, effectivement, dans différentes bandes spectrales, le signal, la part du signal, et encore une fois, la somme de tous ces signaux décomposés dans chacune des bandes spectrales devrait vous redonner l'essentiel de l'EEG. Donc c'est vraiment une décomposition qui est là. Alors vous avez bien sûr les bandes spectrales historiques, le delta, le θ, l'alpha, le bêta, le gamma, et à l'intérieur, en fait, vous avez des sous-bandes qui sont peut-être plus d'intérêt dans le sommeil, l'activité slow wave, la slow wave activity, et la bande sigma, dans laquelle vous allez trouver les fuseaux, les ondes lentes, des grapho-éléments bien spécifiques au sommeil et qui sont à l'intérieur de ces sous-bandes. Donc il y a toute une hiérarchie comme ça du spectre de Fourier pour aller chercher justement des quantités ou des particularités du spectre qui peuvent être pertinentes par rapport au contenu du sommeil, les stades de sommeil, ou bien aussi des pathologies du sommeil. Alors ça, on va l'illustrer dans quelques minutes. Très bien. Donc revenons maintenant à l'analyse spectrale, et je vais vous donner quelques rudiments, pas des difficultés, mais des choses auxquelles on fait attention. Alors par exemple,
L'algorithme de la FFT va faire implicitement, j'en ai pas parlé, mais va faire l'hypothèse que votre signal, le segment de signal que vous analysez, l'époque, les 20 secondes par exemple, c'est périodique. Autrement dit, c'est comme si ce signal était sur un cercle, il recommence périodiquement. Le début du signal correspond à la fin du signal. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Si vous prenez 20 secondes de signal mesuré sur C3 à n'importe quel moment de stade N2, il n'y a aucune raison que le début du signal soit exactement à la même valeur que la fin du signal. Et pourtant, la FFT va faire cette hypothèse mathématiquement, va faire l'hypothèse que c'est périodique. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que d'un seul coup, cette rupture du signal pourrait être vue par la FFT comme étant des hautes fréquences. Donc, pour s'en affranchir, ce qu'on fait, c'est qu'on enferme le signal, on l'enveloppe d'une fenêtre qui va venir atténuer les bords du signal. Alors, c'est ce que vous voyez ici à gauche. Ce n'est pas le signal original, c'est le signal original en fait, mais avec une enveloppe qui s'appelle la fenêtre de Hanning, qui est une fenêtre qui permet d'atténuer les bords et de s'affranchir de ces potentielles hautes fréquences qui pourraient altérer le spectre. Vous avez le spectre de ce signal qui est juste à droite. C'est pratiquement le même spectre que tout à l'heure. Il est un peu plus lisse. On a enlevé certaines aspérités de ce spectre, mais c'est normal, c'est correct. On a vraiment régularisé le spectre parce que justement, c'était des irrégularités qui pouvaient intervenir à cause des effets de bord. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir la plupart du temps dans toutes les publications. Il y a toujours eu une fenêtre qui est venue atténuer les effets de bord dans votre signal. Alors, là, je vais bien sûr créer tout un émoi. L'analyse de Fourier ne s'adresse qu'à des fonctions du temps. Ça, c'est quelque chose de subtil. Les mathématiciens tournent un peu les coins en rond. Une fonction du temps, ça veut dire que Roger, par exemple, peut me dire que la nuit prochaine, il va faire tel microvolt à tel instant. Alors, Roger a beaucoup de qualités, ça c'est clair, mais il est incapable de me le dire. Autrement dit, et oui, autrement dit, ce potentiel qu'on mesure sur le SCAT n'est pas une fonction du temps, c'est un processus. Ce qui est bien différent, ça veut dire qu'il y a un côté aléatoire qui ne me permet pas de dire quelle est la valeur du potentiel. Bien sûr, je peux l'observer. L'observation, c'est quelque chose d'autre. L'observation d'un processus, une fois qu'il est observé, il n'existe plus d'une certaine façon. Donc, il faut faire attention avec cette nuance. C'est un processus. Donc, l'analyse de Fourier est illégale. Mathématiquement, ce n'est pas normal que de faire l'analyse de Fourier. Et là, Roger vient de s'alarmer. Il a passé toute sa carrière à faire de l'analyse de Fourier. Il se dit, bon sang, si j'avais su. Mais non, l'analyse de Fourier est légale, mais par une façon indirecte. Mais il faut savoir quand même que c'est fondamentalement pas normal de faire la FFT d'un signal EEG. Alors, comment on contourne le problème, du moins comment on se sort d'affaire? Eh bien, en retournant sur quelque chose qu'on sait très bien faire, c'est la fonction d'autocorrélation. Je retourne dans le temps et je regarde cette fonction qu'on a tous rencontrée un jour, qui est de regarder le signal et comment il est corrélé avec lui-même à un délai près. Alors, la formule mathématique ici, elle est simplement là pour vous impressionner, mais en fait, elle est très simple. C'est la corrélation du signal avec le signal, C3 avec C3 par exemple, et le petit n, qui est l'argument de R ici, c'est simplement un délai. Et on regarde comment, en moyenne, vous avez cette corrélation à un délai près. Et vous regardez tous les délais. Délai 0, c'est la corrélation de Pearson du signal avec lui-même, et après, avec un délai, c'est l'autocorrélation avec délai. Et ça, c'est une fonction. Même si le S, le processus que je me regarde, il est réalisé, cette fonction d'autocorrélation, c'est vraiment une fonction du délai. Le délai, c'est le temps. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que si on fait la transformée de Fourier de cette fonction maintenant, ça c'est légitime, il se trouve que les modes de Fourier sont 1 sur n, n c'est le nombre d'événements que vous avez au cours du temps, dans le nombre d'échantillons temporels, donc c'est tout à fait anodin comme facteur, mais c'est les modes de Fourier A, c'est les amplitudes de Fourier du signal initial, au carré. Autrement dit, encore une fois, les modes de Fourier de la fonction d'autocorrélation sont reliés avec les modes de Fourier, les amplitudes au carré du signal lui-même. Et c'est comme ça qu'on contourne l'affaire. Bon, si je vous l'ai mis ici, c'est simplement parce que si on divise par la fréquence fondamentale, je vous rappelle que la fréquence fondamentale, F0, c'est la plus petite fréquence, c'est la résolution spectrale, c'est la plus petite fréquence que vous pouvez mesurer après 0. Et c'est elle qui sépare vos modes de Fourier.
Donc, si vous divisez maintenant cette quantité qui est légitime, qui est l'amplitude au carré des modes de Fourier divisé par F0, c'est ça la densité de puissance spectrale. C'est ça que vous allez publier, c'est ça que vous allez montrer. Et vous voyez que d'un seul coup, et c'est pour ça que je voulais en parler ici, c'est le carré de l'amplitude, en fait, qui est légitime. Alors, bien sûr, vous pouvez bien sûr prendre la racine carrée, c'est pas ça qui va poser un problème, mais c'est quand même le carré qui arrive comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça une puissance, et c'est pour ça que les unités, c'est des volts au carré, divisé par F0, autrement dit par des hertz. Voilà l'unité qui arrive. Alors, pourquoi parle-t-on de puissance? En général, l'énergie électrique se mesure avec le carré du voltage. Et la puissance rapporte cette quantité, quand vous payez votre facture d'électricité, ça rapporte cette quantité par unité de temps. Quelle est l'énergie que vous allez consommer par unité de temps? Ça, c'est ce que vous appelez des watts. Bon, c'est sûr que nous, on ne regarde pas cette puissance par unité de temps, on la regarde par unité de fréquence. Je vais diviser par F0, je reste dans le domaine spectral. D'où le nom densité de puissance spectrale. C'est aussi bête que ça. C'est bon? Donc, nous voici rassurés, on a le matériel, on sait qu'on peut retourner dans l'analyse de Fourier, c'est les modules au carré qui ont du sens. Donc maintenant, on peut continuer. Donc, en pratique, évidemment, on ne va pas aller chercher cette fonction d'autocorrélation, on va retourner à notre FFT, on va prendre l'amplitude des modes de Fourier, on va les élever au carré, parce qu'on va parler de puissance, on va diviser par le F0, donc c'est cette fameuse puissance spectrale qu'on a ici. Alors, je ne surveille pas le chat, mais apparemment, il y a quelqu'un qui... Ah, je le fais, moi. Je me demandais si c'est super intéressant ce que tu viens de présenter, puis super important. Je me demandais si c'était clair pour tout le monde. S'il y en a qui veulent que tu reprennes la diapo précédente, juste m'écrire, vous pouvez m'écrire en privé, puis je vais pas révéler votre nom. Je reviendrai là-dessus avec plaisir. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que j'ai des demandes pour que tu répètes la diapo précédente. OK. Sur cette diapo ici, j'ai voulu vous faire peur et vous rassurer à la fois. C'est une stratégie, hein, tout simplement. J'ai voulu vous faire peur en vous disant attention, on ne peut pas faire ça mathématiquement parce que ce n'est pas une fonction, mais en fait, c'est légitime parce qu'on peut passer par cette fonction d'autocorrélation et qui est reliée elle-même avec les modules de Fourier, les amplitudes de Fourier des modes du signal. Donc c'était simplement pour rendre légitime quelque chose qui ne l'était pas, mais surtout pour justifier le fait que dans la définition du spectre, la raison pour laquelle vous voyez des volts carrés ou des microvolts au carré, ça dépend bien sûr de ce que vous voulez parler, mais des volts au carré par hertz, c'est tout simplement parce que cette puissance spectrale, c'est effectivement les modules au carré, les amplitudes, le A de K, je vous rappelle que c'est les amplitudes, ce que vous voyez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les barres verticales du spectre de Fourier, au carré, divisé par cette fréquence fondamentale qui, je le rappelle, F0, c'est la résolution spectrale de votre analyse. C'est relié, entre parenthèses, ce F0, je rappelle que c'est 1 sur grand T, T étant la durée totale du segment que vous avez analysé, les 20 secondes, la page de 20 secondes par exemple. Donc voilà la puissance. Et la raison pour laquelle ça s'appelle une puissance, c'est encore une fois que c'est des carrés d'un voltage, et ça c'est de l'énergie. Une puissance, c'est toujours rapporté par unité de, en général c'est de temps si c'est une consommation au cours du temps, l'énergie au cours du temps, et ici comme on l'a divisé par l'unité de fréquence avec laquelle on regarde cette résolution spectrale, eh bien c'est pour ça qu'on a appelé ça une densité de puissance spectrale pour cette quantité. Et c'est ça encore une fois que vous allez toujours voir dans les publications, soit dans une échelle logarithmique, soit dans la quantité qui est juste devant vous. L'amplitude au carré divisé par F0. Ça va? Très bien. Jean-Marc, oui? je veux juste être sûre de comprendre. En fait, pour corriger pour cette illégalité de fonction du temps, on utilise la densité de puissance spectrale, puis c'est ça qu'on va publier dans nos articles. Comme la densité de la puissance spectrale, c'est aussi la puissance spectrale que nous, on utilise. C'est la même chose? Tout à fait, oui, oui. OK, c'est bon, merci. Très bien. Donc, pour estimer, c'est une quantité qu'il faut estimer. L'estimation de la puissance spectrale, on peut la faire de différentes façons.
Je vais passer très vite sur l'estimateur de Welch. L'estimateur, je vais revenir tout à l'heure, hein, parce que là, je suis encore dans mon premier cours, entre parenthèses, c'est de faire ce calcul à travers différentes fenêtres dans le signal. Alors, je reviendrai plus tard, mais ce dont on dispose en général, ce qui est souvent le cas, c'est d'avoir plusieurs époques, plusieurs pages de signal. Donc, ce que vous avez ici, c'est simplement de dire, très bien, on prend chacune de nos époques, on fait l'analyse de Fourier. Cette analyse de Fourier, on va prendre l'amplitude au carré, ça c'est les grandes barres au carré, et ça nous donne pour chacune des époques une puissance spectrale. Et ensuite, je vais moyenner à travers toutes les époques cette puissance spectrale. Donc, on va faire notre estimateur va être effectivement une moyenne de cette puissance spectrale à travers les différentes époques dont vous disposez. Encore une fois, je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, donc je vais passer rapidement sur cette diapositive. Par contre, je vais l'illustrer. Par exemple, ici, on dispose de 139 époques de 20 secondes, donc 139 pages de 20 secondes, de N3 sur C4, fréquence d'échantillonnage de 256 Hz. Ce que vous voyez en noir, c'est la FFT sur une époque. C'est ça qui vous donne la puissance. Remarquez que j'ai mis une échelle logarithmique, autrement dit, ce n'est pas l'amplitude des modes de Fourier au carré divisé par F0 que je vous montre, c'est le logarithme de cette quantité. C'est pour ça que les chiffres sont un petit peu différents et qui sont même négatifs, parce que c'est des petites valeurs. Donc c'est ce qu'on appelle des fois les décibels. Si vous voyez dB, c'est parce que les gens vous parlent en logarithme. Mais c'est toujours la même puissance, la densité spectrale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, ce que je peux faire, c'est en noir, c'est le spectre sur une page. Maintenant, je peux moyenner cette quantité sur tous les résultats que je vais obtenir sur les 139 pages. Ça, c'est le signal que vous voyez en rouge. Bien sûr, vous avez réduit beaucoup la variabilité. Vous avez un spectre dont on va reparler souvent, on va essayer de le comprendre. Mais avant de le comprendre, je vous montre le schéma qui est à droite, qui est exactement le même. La seule différence, c'est d'avoir mis une échelle logarithmique sur les fréquences. Ça aussi, vous allez le rencontrer, une échelle log-log. Et là, ce que ça va exhiber, c'est quelque chose de bien intéressant, c'est ce comportement assez linéaire, cette décroissance linéaire dans le spectre. C'est moins visible, bien sûr, dans l'échelle logarithme-fréquence, mais c'est beaucoup plus facile à voir dans l'échelle logarithme-logarithme. Et la raison pour laquelle ça va nous intéresser, c'est que si vous avez ce comportement linéaire, ça veut dire que vous avez une puissance spectrale qui, à part les deux flèches verticales bleues que vous voyez ici, où je vous ai indiqué des petites bosses sur ce spectre, et tout le reste du spectre, se comporte comme 1 sur f à la puissance gamma. Gamma, qu'est-ce que c'est? C'est la pente, justement, de cette droite linéaire qui décroît. Rappelez-vous que c'est en log-log, donc si logarithmiquement, vous avez effectivement une décroissance linéaire, ça veut dire que votre puissance, c'est ce qui est une petite démonstration qui est en haut, c'est que la puissance se comporte en 1 sur f avec un certain exposant. Et l'exposant gamma ici, c'est la pente de ce comportement. Alors, je vais y revenir avec ce comportement linéaire. Vous allez voir pourquoi, parce que je pense qu'en sommeil, justement, ça a un intérêt. Donc, tout de suite, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le spectre que je vous montre, qui est vraiment typique, il comporte deux caractéristiques intéressantes. La première caractéristique, c'est ce fond, ce qu'on appelle le fond spectral, cette espèce de fond linéaire ici que vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique, avec cette pente ici qui semble être mesurable ou du moins caractérisée par le gamma, ce paramètre. Et puis vous avez des oscillations ou des bosses qui témoignent que pour des fréquences particulières, il y a un peu plus d'amplitudes qui se sont manifestées à travers toutes les époques. Et là, vous avez les deux caractéristiques du spectre. L'aspect global qui recrute toutes les fréquences et l'aspect local, entre guillemets, en fréquence, j'entends bien, où ces bosses manifestent des oscillations présentes dans le signal. Et en fait, l'histoire de l'EEG repose sur ces deux caractéristiques. L'histoire de l'EEG, c'est à la fois un comportement large bande, et on peut dire quelque chose. On l'a souvent négligé, hein, entre parenthèses. Aujourd'hui, on y porte beaucoup plus attention. Et puis, surtout, les oscillations qui se manifestent à une fréquence particulière, avec une amplitude suffisante pour justement donner cet excès dans le spectre que vous voyez avec les deux flèches que je vous ai indiquées ici.
Alors, la suite du cours va essayer de clarifier ou de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais vous avez déjà toute une histoire qui se manifeste. Très bien. Alors, je vais passer vite par la deuxième partie. Sans ça, on va se retrouver encore la semaine prochaine. Donc, allons-y. Ici, ça, c'est un article important, 1996, autant que je me souvienne, un article qui met déjà en fait, l'analyse spectrale dans le sommeil en perspective. Donc l'analyse spectrale, et on vient de le souligner ici, révèle des composantes oscillatoires, d'abord, hein, je pense qu'on l'a bien illustré avec les expériences MATLAB, qui, dans leur sommation cohérente, le mot cohérente ici, c'est l'histoire des phases. Sommation cohérente reproduisent exactement les signaux temporels qu'on est en train d'analyser. Ça, c'est la première chose qu'on a. Les spectres qu'on montre dans les publications, c'est simplement de montrer les poids, les amplitudes de chaque fréquence au carré, divisé par F0. Vous voyez que les unités ici, c'est les microvolts au carré par Hertz. Donc les gens ont bien respecté ce qu'on a dit. Ils vous les ont montré d'ailleurs en décibels, en logarithme. Donc les spectres montrent le poids de chacune de ces fréquences. Chaque point ici est une amplitude. Chaque fréquence qui ont été regardées entre 0 et 25 Hertz ici. Mais ça vous montre aussi l'organisation des fréquences entre elles. En général, les basses fréquences dominent. On le voit bien ici, le spectre. Et les plus hautes fréquences ont un poids plus faible. Ça, c'est assez général, pour donner une répartition des amplitudes qui suit cette fameuse loi de puissance en 1 sur F, qu'on devine un petit peu ici. Si on la voit mal, c'est que ceux qui ont publié n'ont pas mis l'échelle logarithmique sur les fréquences. S'ils l'avaient fait, ils auraient pu mettre en évidence justement de cette pente très linéaire. Les spectres révèlent aussi des modes concentrés, comme je l'entoure ici dans le cercle bleu, si vous voulez, autour de certaines fréquences. Ce sont des oscillations qui sont des événements sporadiques, mais fréquents, avec une amplitude suffisamment forte pour que justement un expert du sommeil puisse les voir sur le tracé. Et ça, c'est intéressant. Ce que vous voyez ici, la petite bosse, c'est quelque chose qui certainement dans le tracé de l'EEG lui-même peut être vu sporadiquement de temps en temps comme étant une oscillation qu'un expert, quelqu'un qui lit les tracés, va pouvoir identifier et mettre un marqueur dessus. Donc ici, c'est un papier important parce que c'est un papier où vous voyez, et on va revenir, le fait qu'avec le vieillissement, le spectre change. Donc on va y revenir tout à l'heure. Il y a effectivement, le spectre peut changer avec l'âge. Très bien. Donc, continuons sur ces aspects. Alors, je vous ai tout à l'heure, j'ai évacué très rapidement Welch. Si j'en parle, je vais vous parler de certains aspects que vous allez certainement rencontrer à la lecture de publications. Les gens vont vous donner quelques détails de la façon dont ils ont fait l'analyse spectrale. Et il y a des mots comme ça qui reviennent. Des fois, il y a Welch. Alors, qu'est-ce que c'est que Welch? Alors, Welch, c'est de dire, puisque c'est un estimateur que je dois faire, je dois m'arranger pour avoir des échantillons. Alors, si j'ai devant moi une page de 20 secondes, ce que je vais faire, c'est d'échantillonner par des segments de temps cette fameuse page de 20 secondes. Alors, comment échantillonner? C'est de coller un masque, un signal, le signal bleu que vous avez ici à gauche. Vous en avez 4, mais je peux en faire d'autres. Donc, ce signal bleu, imaginez que vous le multipliez avec votre signal qui occupe bien sûr tout le domaine temporel. Eh bien, vous allez mettre à 0 tout ce qui est à l'extérieur de ce créneau et vous allez garder seulement les échantillons qui sont à l'intérieur. Et vous allez faire la FFT, la transfert de Fourier, sur ce signal. Vous allez faire sur celui-là, vous allez faire aussi sur celui qui est juste en dessous. Vous avez vu que la fenêtre se translatait et ainsi de suite. Alors, en faisant cette collection comme ça de sous-fenêtres, vous allez échantillonner des segments de votre signal. Vous allez faire l'analyse de Fourier de chacun de ces segments. La fenêtre, c'est ce qui est noté ici WK. K ici, c'est pour le nombre de fenêtres que vous avez défini à l'intérieur de votre page. Et pour chacune de ces fenêtres, vous allez faire l'analyse de Fourier. Et une fois que vous avez fait l'analyse de Fourier de chacune de ces sous-fenêtres, vous allez moyenner tout simplement la puissance spectrale associée à chacune de ces fenêtres. Vous allez, d'une certaine façon, avoir un estimateur de votre puissance spectrale. Remarquez bien que vous avez fait le deuil de pas mal de choses. Vous avez perdu en résolution spectrale, parce qu'après tout, la résolution spectrale que vous allez obtenir, c'est celle de la transformée de Fourier sur la sous-fenêtre. Et comme la sous-fenêtre est plus courte, plus petite, ça veut dire que l'espacement en fréquence va être plus grand. Donc, vous avez perdu en résolution spectrale. C'est ce que vous voyez dans le graphe qui est juste en bas. Vous voyez qu'avec une seule époque, et le graphe qui est au milieu en bas, eh bien, vous avez un spectre avec des pointes. Jean-Marc,
Je t'arrête parce qu'on me demande si tu peux utiliser un pointeur pour... Ah oui, ça marche. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Excellent. Donc, dans le spectre que vous voyez ici, vous voyez bien que les fréquences, les points ici, où j'aurais pu mettre des cercles, sont espacés d'une grande distance. La fréquence, la résolution spectrale a été moins bonne, tout simplement parce que la taille de la fenêtre ici est plus courte que la fenêtre initiale. Donc, je perds en résolution spectrale, mais je gagne en robustesse de l'estimateur, parce que mon estimateur va reposer sur le nombre de sous-fenêtres que j'aurais découpées à l'intérieur de mon signal. Alors pourquoi Welsh est intéressant? Parce qu'il vous donne justement, si je moyenne maintenant à travers toutes les époques, toutes les pages dont je dispose, eh bien ça me donne un spectre relativement de bonne allure. Je retrouve mes oscillations, la pente ici, le fond spectral de ce signal. Et ça, c'est un bon estimateur. Donc vous allez souvent rencontrer Welsh au détour des publications. Les gens ont fait attention justement à avoir une estimation de la puissance spectrale en subdivisant comme ça les pages. Quel est le problème? Le problème, c'est que chacun de ces morceaux, autrement dit, chacun des estimateurs ici que j'ai fait, il y avait une redondance, il y a un partage de données. Vous allez me dire, ah bah oui, tu n'avais qu'à séparer tes fenêtres pour pas qu'il y ait de chevauchement. Et c'est là où il y a un compromis à faire. Si j'évite le chevauchement, j'aurai moins de fenêtres. Si j'ai moins de fenêtres, mon estimateur sera moins robuste. Donc j'essaye d'avoir plus de fenêtres, donc avec un du chevauchement. Bref, compliqué. Il y a un choix à faire. Les gens qui publient avec Welsh ne nous disent pas les choix qu'ils ont faits, mais il y a un choix à faire. Est-ce que ça a un gros impact? Pas tant que ça, mais il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est le fameux multi-taper. Ça aussi, vous pouvez le rencontrer au détour de publication. Ça, c'est un travail de 1982 de Thomson, qui est canadien d'ailleurs. Multi-taper, c'est de revisiter cette stratégie d'échantillonner d'une certaine façon les segments que j'ai en face de moi. Plutôt que de faire la transformée de Fourier sur la page de 20 secondes, je vais multiplier cette page de 20 secondes par les masques, les profils que vous avez ici à droite. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de comment les gens ont calculé ces fonctions qui vont venir atténuer ou moduler en fait votre signal. Mais il se trouve que cette famille de fonctions ici, qui n'est pas n'importe comment, va réduire le biais introduit par le chevauchement, ça va réduire la variabilité, ça va vous donner un spectre qui est parmi les plus robustes dans l'estimation spectrale de votre signal. Donc en général, c'est vrai que souvent vous allez trouver multi-taper, spectral analysis, simplement pour indiquer que plutôt que de faire la FFT sur votre signal initial, eh bien les gens vont utiliser cette famille de fonctions pour moduler le signal. Attention, le nombre de fonctions ici dépend de votre exigence sur la résolution spectrale finale. Donc, il y a quelque chose de technique qui est derrière, mais en général, les gens vont demander effectivement cette analyse multi-taper pour avoir un spectre qui soit robuste dans son estimation. Alors, rien de mieux que de probablement illustrer les choses. Donc ici, vous avez le même signal que tout à l'heure, 847 époques de 20 secondes sur sur C4. Une seule époque, une seule page. En noir, c'est un seul masque, c'est la fenêtre de Hanning. Donc, je me suis arrangé pour avoir seulement l'atténuation des bords. Ça, c'est le spectre naïf, je dirais. En rouge, c'est d'avoir utilisé justement ces différentes fonctions qui ont modulé le signal, et c'est l'estimation finale résultant de la moyenne à travers toutes ces modulations de la page. Encore une fois, il y a une seule page. L'effet qu'il faut remarquer ici, c'est que votre spectre qui est en rouge, et je parle bien sûr de celui qui est à gauche ici pour l'instant, le spectre qui est en rouge, qui est le spectre d'une page de 20 secondes, est beaucoup moins bruité, entre guillemets, que le spectre de Fourier habituel, ou disons naïf. Tout simplement parce que vous avez un estimateur ici qui a réduit la variabilité et qui vient justement exhiber des modes spectraux qui sont peut-être pas si faciles à voir, qui sont en fait des oscillations présentes dans votre signal. Et avec les flèches rouges, je vous ai indiqué effectivement qu'il y a effectivement des oscillations qui sont présentes dans le signal, des modes oscillatoires qui sont présents dans le signal. Juste une petite question, Jean-Marc. Je ne suis pas familière avec le multi-taper, mais les ondes que tu nous as montrées, c'est comme des fenêtres de Hanning.
Fait que ce sont juste qu'il y en a une qui va avoir deux bosses, va aller comme amplifier le début, ben, va moins réduire le début et la fin. Puis là, on fait une FFT là-dessus. Après, on fait une FFT en favorisant le signal au centre. Exactement. Après ça, on fait une FFT avec deux, puis on va cumuler toute cette information-là. Exactement. Ici, le petit k ici, c'est chacune de ces fenêtres et le h ici vient justement enfermer, atténuer, moduler le signal et je fais la FFT, c'est ce que vous avez ici. C'est un peu pour compenser, pour que ça ne soit pas toujours la même partie du signal qui est atténuée. C'est ça, c'est un échantillonnage. Mais ça fait qu'on fait beaucoup plus de FFT dans ce cas-là. Oui, mais ça ne coûte rien, c'est qu'une FFT. Ça peut être fait en parallèle, il y a plein d'astuces. C'est bon, merci. Mais Jean-Marc, est-ce que c'est toujours ça qu'on fait? Par exemple, Océan? Non, je vais te dire pourquoi on ne le fait pas, parce que, voilà. Merci de me rassurer. J'avais l'impression que je ne comprenais pas du tout ce que je faisais. Là. Non. Là, ce que tu vois ici, regarde maintenant ce qui se passe à droite. Et c'est vraiment important. Il y a deux courbes qui sont très superposées. En noir, c'est ce qu'on fait au CEAMS. C'est-à-dire que j'ai plein d'époques, j'ai plein de réalisations de N2, j'ai 847 pages. Et je fais la FFT habituelle avec la fenêtre de Hanning que Karine vient de parler, et je moyenne tout ça, et ça vous donne ce qui est en noir. En rouge, c'est ce que j'aurais obtenu en prenant cette fameuse technique de multitaper qui est plus robuste statistiquement, et finalement, je gagne tout avec tous les échantillons dont je dispose. Donc, on fait très bien les choses au CERMS, t'inquiète pas. Alors pourquoi par contre, on pourrait s'intéresser au multitaper? C'est à cause de ça. C'est que le multitaper permet d'aller faire l'analyse spectrale de page à page. Et ça, c'est intéressant. Donc, oublions ici, c'est un papier qui n'est pas si vieux que ça, en 2017. Donc, c'est de regarder à la loupe maintenant l'hypnogramme. Donc, ce que vous avez en haut, c'est des signaux EEG. Ce que vous avez au milieu, j'utilise ma souris, ici, c'est l'hypnogramme d'une nuit, donc avec les stades de sommeil, N3, N2, N1, le REM, ça c'est l'hypnogramme habituel. Et ce que vous avez juste en dessous, c'est le profil pour chacune des lignes verticales, c'est le profil du spectre, codé en couleur. Autrement dit, ce n'est pas le spectre, bien sûr, mais c'est le profil, c'est les intensités codées en couleur. Et chacune des pages de 20 secondes ici, on subit le multitaper, on fait l'estimation robuste sur une page. Donc, on n'a pas moyenné à travers toutes les pages de nos REM. Non, on les a fait page par page et on vous les indique ici dans la séquence de l'hypnogramme. Et ce qu'on voit très bien ici, c'est que le spectre, on a une information maintenant dynamique sur le spectre. Donc, le multitaper permet de faire ça. C'est pour ça que dans les outils du CEAMS, on ne l'utilise pas parce que nous intégrons sur toutes les pages de N2, etc. Donc ici, par contre, ce que fait le multitaper, c'est de vous déballer au cours du temps le spectre. On peut faire un petit peu mieux avec les ondelettes, entre parenthèses, mais ça, j'en parlerai pas. Mais c'est quand même une avenue très intéressante parce que c'est très rapide. C'est très rapide à faire. Et ce que l'on peut voir surtout, c'est qu'en N2, on a effectivement les basses fréquences qui dominent, le fameux delta qui domine, qui va s'éteindre ensuite en REM pour faire la place au θ, qui va se rééteindre pour refaire la place au delta. On voit que dynamiquement, effectivement, ce spectre varie avec les stades de sommeil. Donc, il y a toute l'histoire spectrale ici qui est devant vous, et ce multitaper permet effectivement de suivre au cours du temps les stades de sommeil, peut-être pas d'une façon aussi propre, aussi fine que pourrait le faire un expert en marquant les scores, en scorant le sommeil, mais déjà on voit que le spectre, effectivement, est assez révélateur. Ça révèle aussi la bande sigma, présente dans le non-REM, et qui va disparaître pendant le REM, qui va réapparaître. Et ça, on sait pourquoi, c'est avec certainement l'activité en particulier des fuseaux. Très bien. Ça me permet de vous parler d'un autre aspect que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, j'ai un peu honte, dans le spectre, en particulier pour le sommeil. Ce fameux ralentissement spectral, dont on entend parler souvent. Alors, ce ralentissement spectral est intéressant. Il est défini par ce simple rapport de puissance spectrale. On sait maintenant ce que c'est qu'une puissance spectrale. Donc, c'est la puissance spectrale intégrée, sommée sur le spectre lent, je dirais, le delta plus θ, divisé par la partie spectrale, la puissance spectrale dans la partie un peu plus rapide du spectre qui nous intéresse, de alpha plus bêta.
Donc voilà le rapport. Donc ce rapport de puissance spectrale, calculé donc sur le spectre lent et le spectre rapide, c'est une des métriques, je crois, les plus importantes, les plus intéressantes dans le sommeil, et puis aussi de certaines conditions particulières, les pathologies du sommeil. Alors, observer un ralentissement, c'est voir l'augmentation de la puissance lente, accompagnée ou non d'une réduction de puissance rapide. C'est ça qui va donner ce facteur de ralentissement intéressant. Alors, il y a quelques exemples qu'on connaît bien au CERN, justement. La privation de sommeil induit un ralentissement au cours de la nuit de récupération. Le ralentissement spectral de l'EEG d'éveil en sommeil paradoxal chez les patients Alzheimer. Vous avez le papier ici de Dominique, 1993, un papier extrêmement riche en informations sur la maladie d'Alzheimer et comment, en sommeil REM, il y a effectivement un ralentissement spectral. Autrement dit, une augmentation de la puissance du spectre lent et une diminution de la puissance de la partie rapide. Donc, je vais simplement donner quelques exemples où cette quantité a un intérêt. Il y a eu le travail de Julie Carrier, ralentissement spectral de l'EEG en non-REM avec le vieillissement. En fait, ce n'est pas un ralentissement, c'est l'inverse. Pour une fois qu'en vieillissant, on accélère quelque chose, c'est notable. Donc, il y a effectivement aussi un effet de ralentissement. Et le ralentissement, le travail de Jean-François Gagnon, le ralentissement spectral de l'EEG en REM chez les patients parkinsoniens non déments, qui serait un biomarqueur effectivement de la présence de RBD. Donc ce facteur de ralentissement, et c'est des exemples parmi tant d'autres, ce facteur de ralentissement dit quelque chose d'intéressant sur des pathologies, sur le vieillissement, sur le sommeil en général. Et ce que je vais vous montrer, parce que maintenant on est tous armés pour manipuler et comprendre ce spectre, cette analyse spectrale, en fait, ce paramètre cache en fait une propriété vraiment intrinsèque au spectre. Et c'est ça que très rapidement, je vais vous illustrer ici. Alors pensez-y, je vous ai fait l'apologie de ce fond spectral qui est linéaire en échelle logarithmique. Et je vous dis ça représente en fait que ce spectre se comporte comme 1 sur f à la puissance gamma. Gamma, c'est un paramètre. Il y a plusieurs façons d'estimer ce paramètre d'ailleurs. On va faire une régression linéaire comme je le ferai plus tard. Mais si c'est le cas, si effectivement on est pas mal convaincu qu'il y a ce fond spectral en 1 sur f, vous remarquerez que le ralentissement spectral, c'est ni plus ni moins que le rapport de 1 sur f, disons une fréquence dans le bas spectre, autour du delta et du θ, à la puissance gamma, divisé par 1 sur fh, une fréquence plus du côté du bêta et de l'alpha. Et vous voyez que ce ralentissement spectral, en fait, c'est quelque chose de ce paramètre gamma, puisque R, c'est ni plus ni moins qu'un facteur R0, qui est simplement ce rapport de fréquence que j'ai choisi entre les basses et les hautes fréquences dans ce domaine spectral de l'EEG. Et c'est simplement donc ce ralentissement spectral, c'est ce facteur à la puissance gamma. Donc, le paramètre gamma, en fait, est relié en fait à ce ralentissement spectral. Alors, le paramètre gamma peut être calculé de plein d'autres façons. C'est un paramètre spectral, ça c'est clair. Et aujourd'hui, et j'en parle parce que vous allez voir aussi des publications, de plus en plus de publications qui parlent des analyses scale-free. Alors, 2 mots pourquoi le scale-free ici va intervenir. Scale, c'est une façon de parler d'échelle temporelle. Remarquez bien que le spectre que vous avez juste en haut ici, si je m'intéresse à ce qui se passe à toutes les fréquences et de voir ce déclin dans les fréquences, dans le spectre, et si je veux caractériser ce qui se passe à toutes ces fréquences, effectivement, le processus que je suis en train de caractériser n'a pas d'échelle temporelle, parce qu'une échelle temporelle, c'est une fréquence particulière. Donc, toutes les analyses que vous allez rencontrer qui s'appellent scale-free, etc., et qui en ce moment sont assez abondantes, tentent à quantifier, à caractériser ce fond spectral, et du moins à ce qu'il a dans ce comportement linéaire en log-log. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est que probablement qu'à chaque fois qu'on parle de ralentissement spectral, on est en train de parler de ce fond spectral, comment il change. Et en fait, si on regarde par exemple le spectre qui était dans le papier de Julie Carrier ici en 2001, on voit effectivement que ce spectre bascule. Et effectivement, c'est ce gamma, ce paramètre gamma qui est en jeu. Alors,
Simplement pour faire la jonction, des articles relativement récents qui parlent de ce paramètre gamma dans des conditions de sommeil particulières, en privation de sommeil en haut, papier de Jérémy Ochab, qui montre qu'effectivement, en privation de sommeil, ce paramètre gamma, qui montre le comportement linéaire du spectre en log-log, change avec la privation de sommeil, et c'est compatible avec ce ralentissement spectral dont on parle dans d'autres publications qui ne regardent bien sûr pas le spectre avec ce paramètre gamma, mais qui font la même histoire. Alors, en ce moment, et je voulais simplement en parler, il y a énormément de matériel qui circule pour parler de ce fond spectral et de voir comment il change dans différentes situations, en Alzheimer et dans d'autres situations, en RBD aussi maintenant, dans différentes situations, de voir comment ce paramètre spectral, en fait, caractérise correctement le spectre dans le sommeil. Jean-Marc, il y a des questions dans le chat. Oui. Est-ce que c'est un bon moment? Oui. Bien sûr. Donc, une première question qui est plus générale, c'est est-ce que le ralentissement spectral peut être associé à des variables qui sont visibles dans la macroarchitecture du sommeil? Bah, c'est sûr que si j'ai une augmentation, il faut bien voir que ce spectre ici, s'il change, je vais revenir un tout petit peu. C'est sûr qu'entre le non-REM et le REM, par exemple, quand je vois qu'en non-REM, j'ai ce delta qui pousse le spectre vers les basses fréquences, qui augmente, et qu'en REM, il va diminuer en favorisant plus le θ, par exemple, je vois bien que ce spectre va basculer, va changer de pente. Et de fait, c'est vrai que le fameux gamma, par exemple, va changer. Donc, je pourrais parler de ralentissement spectral en non-REM, par exemple, parce que je vois effectivement les basses fréquences qui augmentent. À l'œil, dans le signal, honnêtement, je ne suis pas sûr que je puisse le détecter à l'œil sur le signal. L'analyse spectrale va certainement être beaucoup plus utile à ce moment-là pour le révéler. Et d'ailleurs, tous les papiers qui parlent de ralentissement dans le G vont toujours vous montrer les spectres, parce que ce sont les spectres effectivement qui prouvent, qui montrent, qui démontrent ce basculement du spectre en favorisant les basses fréquences, c'est vraiment il y a ralentissement, au détriment des hautes fréquences. Jean-Marc, peut-être que je demanderais aussi, parce qu'on parle beaucoup de ralentissement de l'EEG en neurologie, quand les neurologues regardent des EEG. Je ne sais pas s'il y a un neurologue dans le groupe qui veut commenter, parce que c'est peut-être pas exactement la même chose que ce qu'on présente ici avec l'analyse spectrale. Peut-être qu'il n'y a personne qui peut commenter, mais vous pouvez juste lever la main. Non, mais bon, bref, en neurologie aussi, lorsqu'on regarde le tracé EEG, on parle de ralentissement du tracé, mais c'est pas exactement la... C'est peut-être corrélé, mais... Absolument, j'imagine qu'à l'œil, on peut voir effectivement une dominance des oscillations lentes, des basses fréquences. Et encore une fois, une autre perspective, c'est de voir que le signal perdure dans le temps. C'est sûr que si je commence à favoriser les hautes fréquences, je vais avoir plus de variabilité dans le signal. Donc peut-être que dans cette perspective de ralentissement, c'est plus de voir un signal qui a une fluctuation des variabilités plus grandes que dans d'autres circonstances. Il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on peut dire des pics ou résonances oscillatoires en alpha et en bêta dans l'image du ratio de ralentissement? Oh, les pics que vous voyez ici, j'imagine que c'est ceux-là. Ils n'ont pas de rôle. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que l'analyse qui est faite dans ces histoires de scale free ou d'analyse multifractale, dont je n'ai pas du tout envie de parler, mais vous pourriez les rencontrer de plus en plus dans les publications, ces analyses vont complètement s'affranchir de ces pics. Ça va regarder, et vous allez voir tout à l'heure que je vais aussi y revenir, mais ça va vraiment regarder le profil qu'on peut deviner ici de décroissance en dehors de ces pics, en dehors de ces oscillations. Autrement dit, encore une fois, les pics qu'on a ici, c'est vraiment
témoignent probablement, même certainement, d'oscillations qui sont présentes d'une façon très sporadique dans le signal et avec une grande amplitude. Quand une technicienne ou un technicien marque des fuseaux, ce n'est pas des événements oscillatoires à autour de 13 Hz qui perdurent au cours du temps. Non, non, ce sont des événements qui ont suffisamment d'amplitude pour se manifester dans le signal, et c'est pour ça qu'on les marque. Et dans le spectre, ils ont tellement d'amplitude et ils sont tellement récurrents qu'ils vont donner effectivement une manifestation dans le spectre. Mais ce qui intéresse ici, le ralentissement spectral ou ce paramètre gamma, c'est tout le reste. C'est tout le reste, à part justement ces événements sporadiques, c'est tout le reste dans le signal qui donne cette organisation spectrale et qui est caractérisée par ce paramètre gamma. Et quand les gens mesurent ce ralentissement spectral, ils moyennent la puissance spectrale dans le θ et le delta pour justement s'affranchir d'une certaine façon de ces pics. Donc les pics ici ont une histoire très, très faible par rapport à l'histoire du ralentissement. Par contre, ils vont avoir un rôle à jouer lorsqu'on va venir scorer le sommeil. Ils sont des grapho-éléments qui ont leur importance, mais dans le fond spectral, évidemment, ils sont absents pour cette mesure du ralentissement. Jean-Marc, est-ce que tu me diras quand c'est le bon moment pour prendre une petite pause de 5 minutes? Non, on prend la pause à la fin, entre moi et David. Ça va me forcer à... C'est parfait. Ça marche. OK. Donc, attends, excuse-moi, il y a une autre question dans le chat. Les analyses multifractales et scale-free comprendraient les analyses de la complexité comme l'entropie. Est-ce que c'est le cas? Disons que ça peut utiliser, c'est effectivement une histoire c'est relié à la complexité. Bon, la complexité, c'est un mot bien complexe pour dire quelque chose de simple. La complexité, c'est justement l'organisation complexe des modes de Fourier entre eux. Donc, la phase va jouer un rôle. C'est cette organisation qui est... Écoutez, ça m'a toujours stupéfait de voir des spectres comme ça. On voit bien que les fréquences sont organisées d'une façon bien ordonnée, quelque part. C'est pas complètement, c'est pas aléatoire. Il y a de l'ordre dans le désordre ici. Donc l'entropie, justement, c'est une mesure, la complexité vue comme une mesure ici du désordre, mais attention, un désordre qui est bien structuré, l'entropie pourrait effectivement jouer un rôle. Alors, les histoires de multifractal et de scale-free, effectivement, vont utiliser cette mesure d'entropie pour caractériser la façon dont les fréquences ou les modes de Fourier sont organisés entre eux. Donc effectivement, c'est relié. L'aspect multifractal, c'est de regarder aussi comment le signal se reproduit à différentes échelles de temps. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça le scale-free. Il n'y a pas d'échelle de temps dans ce processus que vous voyez. Il y a une échelle de temps, par contre. Ça me permet peut-être de revenir là-dessus. Le pic que je vois dans l'alpha, le pic que je vois dans le bêta, ce sont des événements qui ont été marqués, qui pourraient être marqués dans le signal EEG et qui ont une caractéristique particulière, c'est d'osciller à une fréquence bien spécifique. Quand quelqu'un me donne des fuseaux, des marqueurs de fuseaux, je sais que si je regarde autour de ce marqueur, je vais voir une oscillation et que cette oscillation va être autour de 13 Hz. Il y a une signature spectrale très fine, très, très proche. Par contre, tout le reste du signal, il n'y a pas vraiment de signature spectrale forte. Par contre, toutes les fréquences sont recrutées. C'est ce fond spectral que vous voyez. Et là, effectivement, il y a un certain ordre dans ce désordre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez ces fréquences qui sont organisées d'une façon bien particulière. Donc, de l'ordre dans le désordre, c'est l'entropie qui nous permet de le mesurer. Et le fait que le multifractal ou le scale-free intervienne ici, c'est que il s'avère, et on ne sait pas vraiment pourquoi, si vous prenez ce signal EEG, le processus du signal, et que vous le regardez à différentes échelles temporelles, vous n'allez pas voir le même signal, évidemment. Mais c'est le même processus qui peut le générer. Et c'est ça qui, en ce moment, excite beaucoup les gens, et c'est ça qui donne cette organisation spectrale. Il n'y a pas d'échelle de temps caractéristique, mais il y a une invariance d'échelle temporelle. Et cette invariance d'échelle temporelle, pour l'instant, on n'a aucune idée de la raison d'être. Très bien. Alors, justement, pour essayer, tout d'abord, quelqu'un posait la question des pics. Alors, comment est-ce qu'on pourrait révéler les pics et seulement les pics? Ça, c'est une question
presque ouverte, mais je vous donne un élément de réponse, puis j'espère comme ça que ça va pouvoir distinguer ces deux quantités qui sont quand même assez importantes. Donc, ce que vous avez ici à gauche, c'est le spectre que je vous ai déjà présenté. C'est en rouge, c'est toujours avec mon multi-taper, parce qu'après tout, ça vous donne un spectre rouge qui est beaucoup plus lisse, moins bruité que le spectre noir, qui est vraiment la FFT sur une époque. J'ai ici une époque de 20 secondes. Je vous donne le spectre ici qui est en log-log, attention, log-log. Et on retrouve l'idée que, à part quelques pics que je pourrais deviner sur ce spectre, je parle du spectre qui est à gauche, je vois un comportement linéaire. Et ça me permet de faire un filtrage. Ce qu'on appelle un filtrage, c'est de prendre le spectre qui est à gauche et de le multiplier par une fonction de f. Alors, c'est ce que vous avez juste à droite ici. Si vous prenez le spectre qui est à gauche et que vous le multipliez par f à la puissance gamma. Alors, bien sûr, le gamma, comment je vais le deviner? Eh bien, c'est la pente de ce que vous avez soit en noir, soit en rouge, dépendamment si vous êtes de la religion multi-taper ou de la religion mono-taper. Donc, ce gamma, vous pouvez le calculer par une simple régression. Et une fois que vous l'avez, eh bien, vous pouvez multiplier f gamma fois p. Et remarquez bien que si votre spectre est en 1 sur f à la puissance gamma, vous allez éliminer ce facteur. Et c'est ce que vous avez ici à droite. À droite, c'est la puissance spectrale, mais corrigée pour réduire ce fond spectral. Et sans surprise, vous avez quelque chose de plat maintenant. Vous avez éliminé la pente. Alors ça, c'est sur une époque. Ce que je vous ai indiqué, entre parenthèses, c'est les valeurs de gamma qu'on peut estimer. Ça n'offre aucune difficulté. Ça, c'est sur une page. Maintenant, si on prend toutes les pages et qu'on moyenne la puissance spectrale corrigée, voilà ce que vous observez. Alors, à gauche, c'est le spectre. Je me souviens tout à l'heure, Nadia s'inquiétait de savoir si on faisait les choses bien au CEAMS. C'est le spectre qu'on obtient au CEAMS, soit le rouge, soit le noir. Ce n'est pas une grande différence parce que soit on est robuste et c'est le spectre rouge, mais en moyenne à travers toutes les époques, ça donne le spectre noir, ça donne la même histoire. Alors remarquez bien que c'est en échelle log-log, donc c'est pour ça que j'ai fait cette belle pente qu'on voit à gauche. Maintenant, si on corrige et qu'on élimine le fond spectral, vous avez le spectre qui est à droite. Ça, on ne le fait pas encore au CEAMS. Alors peut-être qu'on devrait, parce que ça vous révèle en fait maintenant ce qui est oscillatoire de façon sporadique, avec des modes importants, en dehors, bien sûr, de ce fond spectral. Et là, vous avez une histoire un peu plus éloquente. Vous avez le slow wave activity autour de 1 Hz qui se manifeste. Vous avez les ondantes qui se manifestent bien. Remarquez bien que lorsque je vous fais cette histoire, vous pouvez regarder, bien sûr, dans le spectre gauche et vous allez dire « Ah, on le voyait un petit peu ». Mais là, on le voit d'une façon beaucoup plus éloquente. Vous avez l'activité dans le alpha, puis vous avez aussi de l'activité dans le bêta, probablement en fait très proche du 13 Hz, c'est certainement les fuseaux Congos. Donc voilà une façon de corriger les spectres de telle façon qu'on rende compte de certaines composantes, et ces composantes ici, c'est certainement des composantes qui sont au-dessus, par-dessus, en ajout de ce fond spectral, et qui sont des événements beaucoup plus localisés dans le temps, et c'est ceux-là en fait qui sont marqués par un expert lorsqu'il score le sommeil. Jean-Marc, ce qu'on voit dans ta figure de droite, est-ce que ce sont des analyses qu'on voit souvent en sommeil? Non. Non, mais c'est de plus en plus... en ce moment, c'est vraiment dans les cartons. Il y a des publications qui commencent à sortir, mais pas dans le sommeil, justement. Dans le resting state, dans des choses comme ça. Et je pense qu'on aurait intérêt, effectivement, à avoir ça aussi dans nos analyses. Ah, super. Très bien, je vais terminer pour laisser la place à David avec... Finalement, j'ai essayé de vous faire une histoire beaucoup plus prosaïque. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu que finalement, il fallait avoir une phase. Alors, je cherchais où est-ce qu'il y avait des phases. Par exemple, ces courses automobiles dont je ne suis absolument pas friand, mais après tout, ça existe, autant les utiliser. Donc, tout le monde essaye finalement de tourner avec la même fréquence. D'accord? Donc ça, c'est un peu la règle du jeu. Cela dit, il ne suffit pas de participer avec une fréquence commune, ce qui est le cas dans la figure 1. Il faut aussi, effectivement, avoir la même phase pour avoir une chance de gagner. Donc, vous voyez que la phase intervient ici pour vous donner quelque chose de cohérent.
Le regroupement ici n'est pas anodin. C'est vraiment d'avoir la même phase, de tourner avec la même fréquence et avoir la même phase. Et ça, c'est clair que les masses neurales font ça. C'est pour ça que vous avez un signal en EEG. Si c'est éparpillé, si c'est déphasé, c'est pas synchrone, tout à l'heure c'est Taïna, je pense qu'il a parlé de synchronie, eh bien, vous allez peut-être avoir un signal de très faible amplitude. Si ça devient synchrone, si la phase s'ajuste, alors effectivement, vous avez la chance d'avoir un signal qui se manifeste sur l'EEG. Ça, c'est la situation numéro 2. Remarquez bien, puis n'importe quel pilote va le savoir, et pour arriver à faire ce regroupement ici, il faut savoir freiner et accélérer en même temps. Donc, inhibiteur, puis excité. Il faut cette balance entre neurones excitateurs, inhibiteurs, effectivement, pour créer dans les masses neurales des oscillations cohérentes. Après, il faut aussi avoir certaines ressources. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel moteur. Désolé pour ceux qui reconnaîtront un véhicule favori des Français de ma génération, mais c'est sûr que vous pouvez faire aussi des courses avec des véhicules un peu moins puissants. C'est peut-être un peu moins facile à synchroniser. Alors, je ne parle pas du vieillissement ici, mais disons que c'est un clin d'œil sur justement certains problèmes de phase qui ne s'ajustent pas. Puis finalement, je vais terminer avec une expérience qu'on peut tous faire maintenant, enfin, pas tout à fait, mais on espère qu'on va tous retrouver des salles de spectacle. Et bien sûr, à la fin d'un spectacle, on est tous très contents, donc on applaudit. Remarquez bien qu'on va tous applaudir d'une façon qui est notre façon d'applaudir. Donc, on a tous une fréquence un peu particulière, on a tous notre fréquence d'applaudissement. Bien sûr, les plus excités sont peut-être allés chercher des hautes fréquences, ceux qui sont un peu moins excités ont peut-être avoir des basses fréquences, mais toujours est-il que vous avez un spectre. Et c'est un spectre intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune échelle de temps, il n'y a pas de fréquence particulière, sauf pour une raison incroyable, parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui décide de synchroniser tout le monde. Et ça, c'est quand même un phénomène assez intéressant. On ne sait jamais qui est-ce qui a commencé, mais si vous voulez envoyer un message, et ça aussi c'est intéressant, vous voulez envoyer un message particulier, et d'un seul coup, on va tous se synchroniser à peu près à 1 Hertz. Et cette synchronisation va envoyer un message fort pour que votre vedette, le spectacle reprenne. Et ça, c'est toujours intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de transition brutale. On a tous changé légèrement notre fréquence. On s'est tous arrangés pour retrouver une phase commune. Et d'un seul coup, vous avez un pic dans le 1 Hertz qui va se déployer. C'est exactement ce que l'analyse spectrale va vous faire. Elle part de quelque chose d'arythmique, les applaudissements, tout le monde a sa façon de faire, et d'un seul coup, il va y avoir un rythme qui va s'installer. Pour une raison qu'on ne connaît pas. Il y a quelqu'un qui a décidé que d'un seul coup, il était temps d'avoir cette synchronisation, et d'un seul coup, on s'est tous ajustés sans même se parler. Donc voilà, je voulais terminer ici, c'est exactement ce que l'analyse spectrale fait pour vous, c'est de vous révéler justement de cette asynchronisation ou cette arythmicité, dont j'ai essayé de vous parler avec le paramètre gamma, et cette rythmicité qui sont les pics dont on a parlé tout à l'heure, qui se superposent sur ce spectre de fond, exactement comme dans une salle de spectacle où j'espère vous retrouver bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous compare les applaudissements à une crise d'épilepsie. Il y a plusieurs demandes pour avoir ton PowerPoint, et qu'on verra comment on distribue. Comme je disais, ça va être sur une chaîne YouTube. Là, je devrais vous envoyer le lien cette semaine, mais on verra aussi comment on peut distribuer le matériel. Puis tout le monde aime bien ta diapo finale, ta finale finalement. Je vous ai épargné celle-là. Alors, oubliez ce qui est en haut, mais c'est un papier qui vient de sortir et je trouvais que c'était peut-être provocateur. Je trouve que c'est provocateur de parler de lack of mathematical, c'est négatif, hein, c'est le manque de mathématiques, alors qu'ils auraient pu dire que les mathématiques encourageaient le développement cérébral, mais c'était simplement un clin d'œil pour tous ceux parmi vous qui avaient souffert avec mes équations. On va avoir un meilleur cerveau grâce à toi. Je ne le garantis pas. Un énorme merci pour tes présentations. On va prendre une toute petite pause, puis après, on va poursuivre avec David. Si on n'a pas le temps de poursuivre avec Karine, c'est pas grave parce que Karine va nous présenter beaucoup de démonstrations de ce qui se passe dans le G la semaine prochaine avec les fuseaux.
et elle pourra combiner donc sa présentation qu'elle avait prévu faire aujourd'hui si elle n'a pas le temps de la faire